l'industrie, avec la mécanisation, la multiplication des fours, l'introduction des machines à vapeur, voire l'introduction de l'électricité, les tours mécaniques, etc., etc. Donc le capital immobilisé n'a plus rien à voir avec l'ancien capital. Et, alors vous allez me dire que je suis en train de faire l'apologie du capitaliste. Bah allez, je m'y risque 30 secondes. La seconde révolution industrielle, les patrons, je ne parle pas forcément que de la porcelaine, mais les patrons de la seconde révolution industrielle ne sont plus des patrons de la finance, enfin, comme dans la fabrique lyonnaise, par exemple, des négociants, où finalement on se demandait quel savoir-faire ils introduisaient dans l'entreprise. C'est souvent des ingénieurs, c'est souvent des gens qui ont un savoir technique très important. La figure de l'ouvrier self-made man, alors il y en a encore, hein, mais la figure de l'ouvrier self-made man qui réussit à monter son entreprise, qui était Baignol par exemple à Limoges, ça devient de plus en plus rare parce qu'il faut beaucoup plus de capital et puis il faut un savoir scientifique, technique, etc., qui est de plus en plus grand. J'ai envie de dire, on ne s'improvise plus patron d'une entreprise, surtout là où la seconde révolution industrielle a bouleversé les méthodes de production. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des sociétés, des coopératives de production à ce moment-là. Au début des années 30, on en recense 14 à Limoges. 8 sont dans le bâtiment. Oh ben, il y en a certaines que vous connaissez encore. L'Avenir électrique de Limoges, par exemple. Je ne vais pas citer de marque, mais bon, l'Avenir électrique de Limoges, c'est ça. Or, si vous réfléchissez bien, le bâtiment est la seule branche, enfin la seule, peut-être la principale branche de l'industrie. Vous n'avez pas eu de modification technique, technologique, financière de l'entreprise. Ça reste toujours des petites et moyennes entreprises où le tour de main, le savoir-faire, voilà, fait marcher l'entreprise. Et donc, effectivement, alors vous avez quelques autres cas, mais j'ai envie de dire que c'est un peu différent. Et alors ça, on retrouve la coopérative de production à forte connotation politique. C'est par exemple l'imprimerie du Centre, imprimerie coopérative, qui imprime le populaire du Centre et qui est bien évidemment ici une coopérative à finalité beaucoup plus politique. Donc voilà, j'ai essayé dans ce deuxième temps de vous recontextualiser un petit peu tout cela et de vous montrer que l'union, elle ne naît pas par hasard. Elle naît dans un temps particulier qui est ce renouveau du mouvement ouvrier des années 1880 aussi. C'est le début des premiers partis socialistes en France, mais elle naît dans un contexte économique, un contexte social particulier. Et donc, du coup, c'est logique, c'est tout à fait logique aussi que l'idéal coopératif, en quelque sorte, se déporte de la coopérative de production, qui a initié le mouvement, vers la coopérative de consommation. Alors, dernier point, troisième partie, je passerai plus vite. La coopérative est-elle un élément d'une identité limougeaude ? Alors, pourquoi finalement la coopérative a bien marché à Limoges et pourquoi finalement les Limougeauds, et je crois que le succès de l'exposition, le succès des 100 ans de l'Union le montre, pourquoi finalement la COP ou l'Union fait partie de cette identité ? Bon, d'abord, me semble-t-il, ça correspond dans un premier temps à une identité porcelainière. Les coopératives les premières coopératives sont quasiment toutes nées dans le milieu porcelainier. C'est logique, parce que l'industrie porcelainière, dans son premier développement, a toutes les caractéristiques, j'ai envie de dire, pour susciter des coopératives de production, parce que l'ouvrier porcelainier est, jusqu'à la seconde révolution industrielle, jusqu'aux années 1880, conforme à l'idéal de l'ouvrier de métier, disposant d'un savoir-faire, d'une culture, etc. Et puis aussi parce que c'est vrai qu'au départ, il ne faut pas forcément beaucoup de capital, etc. Et que le patronat, enfin bon, il faudra en reparler du patronat porcelainier, mais le premier patronat porcelainier, il n'a pas énormément de légitimité. Donc la coopérative peut aussi se substituer à cela. Bien. Et l'Union trouve son terreau premier, justement, dans le monde porcelainier. Et je
j'estime que ce n'est pas un hasard si l'Union s'installe dans des bâtiments en 1895, dans des bâtiments qui sont ceux d'une ancienne fabrique de porcelaine, que l'Union est au cœur de ce que mon camarade Dominique Danthieu appelle le Limoges porcelainier de la fin du 19e siècle, polarisé autour de la place Carnot, etc. Bon. D'autre part, deuxième aspect, c'est aussi que l'idéal de la coopérative correspond à une identité politique. Identité politique, le socialisme qui s'est développé à Limoges, là je reprends pour faire très vite les thèses notamment d'Alain Corbin, le socialisme qui s'est développé à Limoges a été très marqué justement par ce qu'il appelle joliment la gauche porcelainière. Ce qu'il appelle la gauche porcelainière, c'est-à-dire ce socialisme porté par les ouvriers porcelainiers, qui est un socialisme très proche des idées de Louis Blanc, pas tellement marqué par les idées anarchistes. Ça viendra peut-être plus tard, et c'est peut-être plus l'apport des campagnes, me semble-t-il, ou peut-être aussi d'un prolétariat déqualifié de la seconde révolution industrielle. On pourra en débattre également. Et aussi qui est une élite culturelle proche intellectuellement de cette jeunesse bourgeoise, on va dire de gauche, qui n'est pas très éloignée aussi du socialisme utopique. Et je trouve Limoges a été aussi une grande ville, un peu pionnière, on peut le dire, dans le mutualisme. Les sociétés de secours mutuels ont très bien pris à Limoges, particulièrement dans les milieux porcelainiers. Et je trouve que ce soit les sociétés de secours mutuels, donc vous savez comment ça fonctionne, ceux qui cotisent, donc libre adhésion, et ceux qui cotisent se voient garantir un petit revenu, un petit pécule en cas d'accident du travail, en cas de maladie. Également, il peut y avoir un petit pécule pour la veuve ou l'orphelin en cas de décès, etc., etc. Eh bien, ces valeurs d'association, de coopération, etc., de transformation de la société sans véritablement bouleversement, c'est-à-dire d'introduire des principes, des valeurs et des actions au sein du système capitaliste, à l'intérieur du système capitaliste, sans forcément l'affronter frontalement, me semble être tout à fait caractéristique de cette culture-là. Je vous ferai remarquer aussi une ou deux choses, toujours dans cette identité politique, c'est que je parle ici avant 1945. Avant 1945, la greffe du communisme ne prend pas ou quasiment pas à Limoges. Alors que, j'ai envie de dire, il y avait deux éléments qui auraient pu permettre au communisme de prendre assez bien à Limoges, assez facilement à Limoges, qui sont le pacifisme. N'oubliez pas que ce qui amorce la scission qui va être celle du Congrès de Tours, c'est la question de la guerre ou de la paix, notamment à partir de 1916. Et même s'il ne faut pas schématiser non plus, mais c'est vrai que les positions pacifistes vont beaucoup se retrouver au sein du PCF dans ces premières années. Et Limoges est une ville pacifiste, une ville antimilitariste, souvenez-vous de 1905 notamment. Et puis également la très forte présence du monde ouvrier à Limoges. Bien. Et en plus, un prolétariat souvent déqualifié par la seconde révolution industrielle. Or, les communistes n'ont jamais été, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en capacité, on va dire, à menacer la suprématie du socialisme municipal à Limoges. Et ce que l'on voit bien, c'est que la population limougeaude a fait le choix politique. Alors après, on peut se poser des questions, pourquoi, comment, etc. Quel est le rôle des hommes aussi, quel est le rôle aussi des circonstances et des événements, a fait le choix de ce que j'appellerais le socialisme du possible ou le socialisme municipal. Ce que j'appelle, allez, pour faire simple, osons aussi, on va fêter le centenaire l'an prochain, le socialisme de Léon Betoul, 1912, conquête de la mairie de Limoges. C'est-à-dire un socialisme qui n'est pas là aussi un socialisme doctrinal, me semble-t-il, qui est un socialisme réformiste, qui est un socialisme qui vise non pas forcément à détruire le capitalisme, mais à corriger les effets négatifs du capitalisme.
Corriger les effets négatifs du capitalisme, c'est quoi? Ben, c'est toute l'action municipale, les crèches, les logements sociaux, ce qu'on appelle les HBM à l'époque, hein, les cités, la politique des colonies de vacances, etc., etc. Toute une hygiène municipale aussi. Les secours aussi aux chômeurs. Il y a un très beau travail à faire, je ne désespère pas de le faire un de ces jours, sur les secours délivrés aux chômeurs pendant la crise de 1929 à Limoges. Limoges est sans doute proportionnellement la ville de France qui a le plus souffert de la crise de 1929 et surtout le plus tôt. Et il y a toute une politique d'action sociale de la mairie qu'on retrouverait aussi pendant la guerre de 14, qui est très intéressant à étudier. Bien. Et donc la coopérative de consommation s'inscrit dans cette logique-là. Elle n'est pas une destruction du système capitaliste, hein, elle est, comment dire, une amélioration concrète du sort des populations en jouant sur un phénomène qui est essentiel, c'est le phénomène donc de ce qu'on appelle à l'époque la vie chère, c'est-à-dire le coût élevé, notamment pour pour les populations urbaines, donc de l'alimentation, alors qui est lié au problème des marges des épiciers, etc., etc. Dernier point, c'est une hypothèse que j'émets. Est-ce que le succès de la coopérative de l'Union à Limoges n'est pas lié aussi à la transplantation en ville des valeurs communautaires du monde paysan? J'ai mis cette hypothèse-là. Pourquoi? Parce que quand l'Union se développe, donc on va dire, pour faire simple, toute fin du 19e siècle, belle époque, années 1880-90, jusqu'à la guerre de 14, et même entre deux guerres, il n'y a plus de croissance démographique à Limoges. Limoges connaît une très forte croissance démographique. Elle connaît une très forte croissance démographique qui est essentiellement alimentée par la population rurale, auviennoise pour l'essentiel, et un tout petit peu, enfin un peu des départements mitoyens, un peu Charente, pas mal, un peu Creuse, pas tant que ça parce qu'elle a déjà été vidée par l'émigration parisienne, et nord de la Corrèze. Ben. Or, c'est donc des migrations de proximité. Bon, si vous avez lu Le Pain Noir ou vu Le Pain Noir, vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Donc, ce sont des individus qui arrivent en ville avec des valeurs, des pratiques du monde paysan. Or, là aussi, Alain Corbin l'a très bien montré, ce monde paysan est en grande partie structuré par des valeurs communautaires, on pourrait presque dire associatives, hein, en faisant un tout petit anachronisme. C'est l'importance des biens sectionnaux, hein, ce qu'on appelle vulgairement les biens, enfin ce qu'on appelle communément les biens communaux, mais qui en Haute-Vienne s'appellent des biens sectionnaux parce que ce sont les hameaux et non pas les communes qui sont propriétaires de ces biens que l'on cultive collectivement, qui sont des terrains de parcours collectifs pour les animaux. Alors sur le plateau de Millevaches, ça peut atteindre 10, 15, 20% de la surface d'une commune. C'est tout le problème des usages collectifs de certains biens. Alors, en Limousin, c'est le problème de l'eau, mais qui demande une gestion collective des choses, les droits d'eau, etc. Et puis, c'est aussi les pratiques collectives, bon, j'en passe, les veillées, etc., etc. Tous les systèmes d'entraide de la communauté villageoise. Or, la coopérative de consommation, quelque part, je veux dire, elle ne reproduit pas ce modèle-là, mais elle est dans la même logique. C'est-à-dire que le paysan est maître chez lui. Le paysan est petit propriétaire. Il cultive sa terre. Il n'est pas question, dans ce système communautaire, et la grève communiste prendra très bien là-dessus, de toucher à la propriété privée. Mais il faut développer des systèmes coopératifs associatifs qui vont permettre à la petite exploitation paysanne d'être concurrentielle, soit d'être concurrentielle avec la grosse, soit simplement d'être, viable, économiquement viable. D'où l'importance des biens sectionnaux, d'où l'importance des usages collectifs, etc., etc. Et ça donnera aussi quelque chose que sûrement beaucoup d'entre vous visualisent à travers les publicités, etc. Et ces entrepôts, ça a été la semeuse du centre, qui est la coopérative pour le monde paysan. Et là aussi,
la mutualité paysanne, mais ce n'est pas l'objet, la mutualité paysanne a connu un formidable développement en Limousin. Et je pense aussi qu'effectivement, le succès de l'union, c'est que c'est à la fois la rencontre entre donc un idéal antilibéral, anticapitaliste, d'association ouvrière porté par le premier socialisme, celui des années 1840, qui s'est maintenu, voire développé à Limoges par la présence d'un groupe social très particulier qui sont les porcelainiers, mais qui n'est pas en contradiction, loin de là, avec donc, les apports de cette nouvelle population qui, elle, connaît la deuxième industrialisation, qui est une population beaucoup plus prolétarienne peut-être que la première, mais qui va complètement, du fait notamment de ses origines paysannes, va se retrouver dans ce modèle de la coopérative. Et alors vous allez me dire, c'est peut-être pas une preuve hein, de ma démonstration, le fait que l'union et les COP aient aussi bien fonctionné aussi à la campagne, mais ça, c'est quelque chose qui date de l'entre-deux-guerres et surtout de l'après-guerre, me semble qu'effectivement, on est aussi dans cette même logique. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un petit peu long, mais bon, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Voilà, merci beaucoup. Donc la question est, est-ce qu'il y a des questions ? Bon. Ah. Oui, quand on parle de coopérative de consommation ici, il y a un aspect international qui remonte à après la révolution de 1848, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il y avait un des dirigeants donc, de Limoges pendant la révolution de 1948 qui s'appelait Talandier. Et celui-ci, comme Nadeau, comme Victor Hugo, parmi les plus célèbres, s'est exilé en Angleterre, a été exilé en Angleterre, et comme Nadeau d'ailleurs, il a rencontré les milieux que tu mentionnais, coopérative des tisserands de Rochdale, et le fameux livre, la Bible des équitables pionniers de Rochdale, il les a traduits en français. Et tu parlais de Lyon tout à l'heure, effectivement, cette traduction est parvenue jusqu'en France par le biais de réseaux du Progrès de Lyon. Et donc en 1867, mon voisin me précise. Et effectivement, si en 1913, l'encyclopédie Compère Morel signale l'Union de Limoges comme la plus grande coopérative rochdalienne, la plus grande coopérative de France, c'est pas un fait du hasard. Et ça s'enracine. Alors effectivement, la révolution de 1848, à Limoges, a été un événement qui n'intéressait pas simplement l'histoire régionale. C'était un événement, là on peut dire, puisque tu as parlé de la Commune de Paris, il y avait quelque chose de précurseur à Limoges par rapport peut-être, alors là c'est une thèse peut-être un peu osée, hein, par rapport le mouvement communaliste révolutionnaire qui s'est développé en 1848 à Limoges, disons, peut peut-être porter de beaux germes qui après ont fleuri, d'une autre manière, dans un autre contexte,
en 1870 à Paris. Bon, tu as parlé du mutualisme, et effectivement, la première pharmacie mutualiste de France, sous statut de syndicat d'ailleurs, a été fondée ici à Limoges. C'est vrai que des gens comme celui qui... Alors la chaussure aussi a joué un rôle dans cette affaire, pas simplement la porcelaine, puisque... comment il s'appelle, le secrétaire de la Bourse du Travail, qui était secrétaire de la chaussure, qui a créé la mutuelle des... Bon, enfin, peu importe. Voilà. Donc, ici, il y a enfin, on peut parler aussi de berceau de l'économie sociale, et qui s'est développé à une échelle, bon, l'Union, mais aussi à Saint-Junien avec l'USO, qui s'est développé à une échelle particulière. Et le versant politique, le versant coopératif, le versant mutualiste du mouvement ouvrier, et toutes ces élites qui en sont sorties ont œuvré plutôt de concert et ont fait de grandes réalisations qui sont, dans l'histoire du mouvement français, assez singulièrement uniques, puisque la tendance était plutôt à s'ignorer, voire à se combattre entre mutualistes, coopérateurs, socialistes, etc., sur le reste du territoire. Ce qui était d'ailleurs ici, le mouvement ouvrier travaillait un petit peu au diapason de ce qui se passait, bon, par exemple, enfin, toute proportion gardée, en Allemagne ou en Angleterre, dans un mouvement un peu travailliste, quoi. Juste pour rebondir sur Talandier, alors là je parle de mémoire, mais effectivement le fait que Talandier ait traduit le livre sur Rochdale me semble surtout témoigner de l'intérêt qu'avaient, on va dire, les 48 arts limougeaux pour le mouvement coopératif. Et notamment, je pense que l'influence de Leroux ici est assez fondamentale. Par contre, je ne suis pas sûr qu'ensuite Talandier ait influencé localement les réalisations de la fin du Second Empire après, parce que si je me souviens bien, il n'a plus d'enracinement limougeau. À la fin, après le Second Empire, il revient, il a été sous-préfet, oui. Oui, de la Défense nationale, celui de Gambetta. Ouais. Mais après, il est... Et oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, oui. Bonsoir. J'ai une question sur le comportement des sociétaires dans les conseils d'administration. Alors, je ne sais pas si vous avez des infos dans vos recherches. L'idée, c'était qu'aujourd'hui, la plupart des coopératives et des mutuelles, les coopérateurs n'ont plus trop leur mot à dire. Enfin, ça, c'est un peu par rapport à l'activité économique. Il y a une revalorisation assez forte depuis une quinzaine d'années en France et à l'étranger, une volonté de remobiliser le sociétariat. Et est-ce que donc vous avez des informations sur est-ce que les ouvriers, par exemple, pouvaient faire part de leur choix sur les produits, discuter s'il fallait introduire la publicité ou non, et leur comportement? Est-ce que les assemblées générales étaient très débattues ou pas? Alors, on sait, je vous parle que de l'association ici. Celle de Charles Récroc a posé un problème assez rapide. Pour une raison simple, c'est qu'il y a 45 sociétaires, mais il y a 70 et quelques salariés. Et en fait, l'association va toujours être traversée de tensions entre, d'un côté, l'élite ouvrière, qui, on va dire, dirige l'entreprise, je ne sais pas comment dire, dirige la coopérative et actionnaire de la coopérative, et les autres.
Et c'est vrai que c'est aussi un des problèmes qui se posent. Alors, c'est un vrai problème qui se pose pour les coopératives de production. C'est-à-dire que les coopératives de production, leur gros souci, pour parler moderne, c'est, entre guillemets, de gérer la masse salariale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter ou diminuer le nombre d'employés, de salariés, sauf à recruter des sociétaires. Donc l'association avait un peu contourné les choses en ayant deux statuts. Il y a le statut de sociétaire actionnaire, on va dire, et le statut de salarié. Et en fait, comme la société fonctionnait très bien, il y a eu une espèce d'écartement très grand des salaires entre donc, les salariés et les sociétaires. Et c'est ce qui explique que l'association n'est pas morte d'un échec économique, mais d'un succès économique. En partie. Enfin, parce que justement, à un moment, l'attelage, entre guillemets, ne fonctionnait plus. Voilà. Alors après, j'ai quand même l'impression, alors pour les cas qu'on connaît, hein, de coopératives de production ouvrière, surtout du 1er 19e siècle, c'est que là, il y a un vrai idéal démocratique. C'est-à-dire, le principe « un homme, une voix » fonctionne pour, j'ai envie de dire, deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on est sur encore des structures de toute petite taille. D'autre part, il ne faut pas oublier que l'idéal démocratique jusqu'à la Commune de Paris, c'est la démocratie directe. Et d'ailleurs, Rochdale, c'est ça, enfin, c'est un homme, une voix, et la participation aux assemblées générales est obligatoire dans les statuts de l'Union, sous peine de sanctions, etc. Sauf que cela, à un moment, j'ai envie de dire, le modèle devient, et on est maintenant dans le deuxième modèle, ce modèle-là devient un tout petit, enfin, peut devenir caduque pour deux raisons. Un, c'est la croissance du nombre des actionnaires, enfin des actionnaires, pardon, des sociétaires. C'est vrai que quand vous avez 23 000 sociétaires, je vois difficilement comment on fait une assemblée générale. D'autre part, c'est qu'au modèle de la démocratie directe, qui est le modèle dominant jusqu'à, je vous dis, à peu près la Commune de Paris, se substitue le modèle de la Troisième République, qui est la démocratie, on va dire, parlementaire, au sens, c'est la démocratie représentative. Et donc, l'idéal démocratique, c'est de d'élire des représentants qui vont choisir pour vous. Voilà. Et donc, c'est vrai que du coup, le mutualisme, surtout, alors les coopératives, effectivement, les coopératives ensuite de consommation se retrouvent ensuite sur ce modèle-là de la démocratie représentative et non pas participative, hein, puisque c'est ça, la démocratie directe, c'est la démocratie participative, et avec, je ne porte pas de jugement de valeur, mais avec, c'est un constat, avec des risques qu'il peut y avoir de dérive de la démocratie représentative, c'est-à-dire des formes, des fois, d'opacité des prises de décision, de confiscation du pouvoir par des dirigeants qui se cooptent. Enfin bon, je ne suis pas en train de faire du tout le procès ni de la coopérative ni du mutualisme, mais c'est vrai qu'on sait des fois, dans ce genre de structure, ce n'est pas la structure en elle-même sur laquelle je porte un jugement, mais il y a des pratiques qui vont finir par dévoyer des principes qui sont des principes tout à fait légitimes, généreux, etc. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, pour des raisons à la fois pratiques, et des raisons aussi de basculement, de glissement plutôt d'un modèle démocratique vers un autre, on passe vers la démocratie donc représentative. Voilà. Une dernière question peut-être ? Oui, en fait j'en aurais trois qui se coupent les unes les autres, parce que vous n'avez pas parlé du syndicalisme, et ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a des liens avec la coopérative de l'Union, et donc la création de la CGT en 1895 ici, à Limoges. Et du coup, vous nous avez parlé de la popularité grandissante jusque dans les années 30. J'aimerais savoir du coup s'il y a un lien direct ou indirect avec la popularité également de la CGT grandissante localement et nationalement. Et donc du coup, ce que j'aimerais savoir, s'il y a des liens directs ou indirects, est-ce qu'il y a eu de la part de la coopérative de l'Union, est-ce qu'il y a eu
une certaine concurrence avec le mutualisme mis en place par la CGT et le syndicalisme, notamment les bourses du travail ou des coopératives sous contrôle syndical. Est-ce qu'il y a une concurrence par rapport à ça? Et les liens qu'il y a eu également un peu plus tard avec la scission entre CGT et CGTU. Voilà. Est-ce qu'il y a eu... voilà. Donc, je vais essayer de répondre assez rapidement. Sur le lien mutualisme, syndicat, bourse du travail, il y a plus une complémentarité qu'une opposition. Pour moi, alors peut-être que là aussi je systématise un tout petit peu trop, la construction, l'inauguration en 1911 de la salle des fêtes de l'Union, me semble-t-il, est aussi la résultante de la fermeture de la Bourse du Travail 5 ans plus tôt par la municipalité Chaigneux. Et le syndicalisme n'ayant plus de lieu de réunion, j'ai envie de dire, quelque part, la salle des fêtes, car au départ, c'est une salle des fêtes. La salle des fêtes de l'Union supplée à ce manque donc de salles de réunion. Et on est vraiment là, pour le coup, dans la construction d'un contre-pouvoir face à une municipalité de droite. Et c'est vrai que si on regarde bien l'histoire des salles de réunion et de spectacle à Limoges, il y a eu un congrès de la SFIO à l'Union. C'est vrai que par la suite, j'ai envie de dire, le relais de la salle politique par excellence va être à partir de 1936 la Maison du Peuple. Voilà. Mais là, j'ai envie de dire, c'est le relais de nouveau repris par la municipalité et les syndicats comme lieu véritablement de militantisme politique. Donc là, je pense qu'il y a plus une complémentarité qu'une concurrence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors je réponds au tout début à la toute première question. Dans les premiers temps, avant la guerre de 14, du mouvement coopératif de l'Union à Limoges, il y a aussi des liens très forts par les hommes. C'est-à-dire qu'on retrouve des individus qui sont à la fois à la Bourse du Travail, à l'Union, etc. Donc là aussi, j'ai envie de dire, il n'y a pas concurrence ni quoi que ce soit. Par la suite, l'Union, alors pour des raisons peut-être qui m'échappent un petit peu, enfin que je peux comprendre aussi, l'Union, comme beaucoup de coopératives, engagées sur la voie du succès, j'ai envie de dire, un petit peu se dépolitise. Du moins se refuse à avoir un marquage politique fort et évite d'avoir par exemple des dirigeants qui soient aussi soit des hommes politiques, soit des gens qui soient vraiment très, très, très marqués dans l'action politique. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes membres d'un parti politique, d'un syndicat, etc. Mais il y a vraiment cette idée qu'il ne faut pas mélanger, faut pas trop mélanger les genres. Alors, par contre, sur l'effet scission CGT, CGTU, à mon sens, il n'y a aucun effet. Et scission SFIO, PCF, il n'y a aucun effet sur l'Union. Le lien entre la croissance entre les effectifs de la CGT et l'Union, à mon sens, c'est deux phénomènes différents. D'accord ? C'est deux phénomènes différents. L'adhésion à un syndicat est un acte politique engagé fort, surtout quand c'est la CGT et surtout, en particulier à ce moment-là. Et jamais il n'y aura de tentative, à ma connaissance, de la part du PCF et de la CGTU d'avoir des contre-structures à opposer à l'Union, qui quand même, on peut dire les choses quand même, relativement proche de la mairie dans l'entre-deux-guerres. Il y a une proximité, au moins, on va dire, une sensibilité politique qui est proche. Non, mais l'Union va fonctionner de plus en plus, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que je crois qu'il y a une rupture qui est forte à Limoges, c'est 1912, c'est l'arrivée de Léon Betoul au pouvoir. Parce que je crois qu'à partir de ce moment-là, un certain nombre d'instances qui étaient plutôt dans la logique peut-être de la conflictualité, de l'affrontement avec un certain nombre de pouvoirs, ces pouvoirs, c'est la préfecture, c'est la mairie, se retrouvent au contraire engagés peut-être davantage dans une phase, on va dire, de coopération, justement, avec le pouvoir municipal. Donc du coup,
Le syndicalisme trouve, lui, toute sa place parce que l'antagonisme, il est sur autre chose. Il est par rapport au patron. Voilà. Tandis que la coopérative, elle se situe, elle, j'ai envie de dire, en marge de cela, et elle trouve tout à fait sa place dans le dispositif. Alors, je ne dis pas qu'elle est instrumentalisée ni quoi que ce soit, hein, mais elle trouve sa place dans le dispositif de ce socialisme municipal. Hein, et avec des œuvres qui sont des œuvres parallèles, hein, les associations de jeunesse, le Mazélois, etc., etc., les colonies de vacances. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question. Ah. Oui. C'est un constat. C'est un constat. Je ne suis pas sûr, effectivement, que, comme pour parler là aussi, pour jargonner moderne, la gouvernance de l'entreprise s'adapte au modèle. Enfin, le modèle coopératif est adapté donc aux grandes entreprises. Regardez, ce qui fleurit aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire, ce sont toujours des petites structures, c'est les AMAP, c'est les SCOP, etc. Et effectivement, à ma connaissance, enfin, il y a des gros groupes qui sont encore sous la forme coopérative, comme voilà, des groupes de distribution. Mais je crois que c'était la remarque de monsieur tout à l'heure, enfin, quelque part, implicitement, est-ce que ces coopératives de production, de consommation, dans leur mode de gestion et presque de management, n'ont-ils pas trahi l'idéal coopératif, hein, non? Ah, c'est bien. Oui. Je crois qu'on a la matière à une autre soirée. Débat, mais... On va remercier Philippe Grandcoin et puis vous rappeler que l'exposition est en place jusqu'au 5 novembre. Merci.